Une production Binge Audio. Bonjour Rokhaya. Bonjour Grace. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiffe ta race, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Comme vous le savez, nous parlons sans complexe d'arabes, d'asiatiques, de roms, de noirs, de musulmans, de juifs. Aujourd'hui dans Kiffe ta race, nous allons évoquer des mutations qui agitent notre société en lien avec l'écologie et comment ces questions se croisent avec la race et ses inégalités. Y a-t-il une récupération blanche, intellectuelle et bourgeoise, des discours écoféministes, animalistes ou encore de la promotion du véganisme ou du bio dans notre nourriture ? Quels sont les enjeux publics et politiques portés par les défenseurs de l'environnement et de la justice climatique s'ils n'intègrent pas l'ensemble des rapports de domination ? Tels sont les thèmes de ce Kiffe ta race que vous écoutez. Nous avons invité pour en parler Myriam Baafou qui va nous faire part de son expertise sur la question. Salut Myriam. Salut. Alors Myriam, tu es doctorante en philosophie féministe et selon tes termes, militante en période d'essai et écoféministe dissidente. C'est ça. C'est très prometteur. Tu t'intéresses particulièrement au rapport entre humains, humaines et animaux. Tu as signé la préface avec Julie Gorecki de la réédition 2020 de Le féminisme ou la mort de Françoise Daubonne aux éditions Le Passager clandestin et tu contribues à l'ouvrage collectif dirigé par Elsa Dorlin, Feu, abécédaire des féminismes présents, qui paraît en octobre 2021 aux éditions Libertalia, auquel j'ai également contribué. Yes. Et tu dans cet abécédaire, tu as eu la charge du terme écoféminisme. Ouais, radical, écoféminisme radical. Ah. Alors dans Kiffe ta race, on a un petit rituel, on demande à nos invités si il ou elle se situe sur le plan racial. Par exemple, je suis perçue comme une femme asiatique, Rokhaya comme une femme noire. Est-ce que toi, Myriam, tu te situes et si oui, comment ? Moi, je me situe pas, en fait, je vois pas les couleurs. On était là genre, au revoir Myriam. Bonne journée. En fait, je me situais pas ou peu quand j'étais plus jeune, mais je pense que c'est le cas de plein de gens parce que j'ai évolué dans une banlieue populaire, en fait, où la plupart des personnes avec qui j'étais au quotidien étaient, en gros, noirs ou arabes, quoi. Et en fait, donc, j'ai commencé à réaliser qu'il y avait une autre catégorie quand je suis allée au lycée. Et je parlais de cette toute petite anecdote, en fait, il y a quelques semaines, mais en fait, ça m'est revenu. Et donc, c'était un moment où, clairement, j'ai compris que j'étais située sur le plan de la race. Quand j'étais au collège, en fait, en fin de troisième, quand on va chez la conseillère d'orientation pour qu'elle vous oriente, a priori, sur un chemin radieux qui devrait contribuer à l'épanouissement de toutes vos capacités et vos compétences. Et elle me disait, moi je voulais en fait aller dans un lycée de centre-ville, donc un lycée assez bourgeois, blanc en fait, qui avait rien à voir avec le collège dans lequel j'étais à ce moment-là. Et donc j'avais fait part de ce choix-là et elle m'avait répondu, oui mais vous pouvez pas aller là-bas parce qu'en fait si vous, une personne comme vous va là-bas, eux et elles vont toutes revenir de vacances en disant qu'ils ont été à New York, à Londres, et vous qu'est-ce que vous allez dire ? Et en fait, là... Mais ça n'a aucun... Enfin, c'est tellement fou. Ah oui, non, mais... Et en fait, j'ai parlé de ça il y a 2 semaines, quoi. Et je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, c'était de la discrimination à l'orientation, clairement. Et que c'était un des premiers moments de ma vie où je me suis perçue comme s'il y avait un eux et un nous, quoi. Alors qu'avant, je percevais pas ça de cette manière-là, en tout cas pas si jeune nécessairement, quoi. Donc voilà. Mais je pense qu'il y a eu d'autres multiples occasions, mais celle-ci, elle était quand même assez marquante dans mon parcours intellectuel, en tout cas. Et par curiosité, pourquoi tu voulais aller dans ce lycée ? Parce que en fait les conditions, l'offre, l'éducation, le taux de réussite, etc. dans mon lycée de secteur, enfin ce qu'on appelait lycée de secteur, quoi, était complètement médiocre, quoi. Ouais. Et il y avait toute ce message et cette volonté de dire il faut s'extraire, en fait, il faut s'extraire du quartier, il faut s'extraire de la banlieue. La réussite, en fait, c'est ça, et c'était perçu comme ça, et par mes parents, ma famille, et par moi-même, en fait. Et finalement, je suis assez contente d'avoir fait ça, quoi. Mais les prérequis, les conditions et les préjugés avant, quoi, ils m'avaient déjà bien refroidi, quoi. Donc je suis arrivée, je savais presque déjà à quoi m'attendre, en fait. Et tu pars toujours pas en vacances à New York ? Toujours pas. J'ai a priori rien à raconter. C'est pour ça qu'on m'invite dans des podcasts, en fait. Mais alors par contre, tu vas à Rennes, parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était dans un festival, le festival Dangereuses Électrices qu'on salue à Rennes l'année dernière, pile à peu près à la même époque. Et tu nous avais proposé un sujet pour Kiffe ta race, sur lequel on a sauté sur l'occasion et ça a pris un peu de temps pour organiser tout ça.
Et tu nous as expliqué, tu nous as dit, dans tes engagements professionnels, tu as constaté le tracé d'une ligne raciale dans les sujets qui nous intéressent aujourd'hui, donc, qu'on va définir ensemble, parce que c'est écoféminisme, véganisme, animalisme, bouffe bio, tout ça, c'est assez large et en même temps aussi très précis. Toi, tu as observé tant dans le domaine académique, par exemple dans l'éthique animale ou la philosophie environnementale, que militant. Qu'est-ce que tu en as tiré comme analyse de ce constat ? Ce qui est intéressant ou original, en tout cas, je crois, dans mon parcours de meuf issue de l'immigration nord-africaine, avec pauvre, plein de problématiques. Le premier combat politique, la première lutte, en fait, qui m'a attirée à mon niveau, c'était l'antispécisme. Alors qu'a priori, je viens pas du tout d'une famille végane, végétarienne, engagée là-dessus, écolo, qui ne prenait pas, en tout cas, ces étiquettes-là. Donc je crois que j'ai quand même un attachement un peu affinitaire. Enfin, il y a quelque chose qui me parle en fait dans cette lutte, parce que depuis hyper jeune, moi je suis devenue végétarienne, je devais avoir 19 ans quoi. Enfin 19-20 ans. Bon, après j'ai fait des allers-retours, etc. Mais très vite en fait ça m'a apparu comme une évidence, sans forcément le connecter à des mouvements politiques ou sans m'inscrire en tout cas dans des groupes et même des revendications en fait. C'est juste quelque chose que je sentais. Et du coup je me suis dit bon bah trop cool, je vais aller voir des gens qui me ressemblent et on va essayer de parler de ça. Mais en fait les sphères antispéciste, vegan / animalisme, on pourra peut-être faire un petit débroussaillage des définitions après, mais en tout cas ces sphères-là, et les sphères écolo par la suite, parce que moi j'étais d'abord plutôt liée à ce truc animaux, animalité, avant d'être plus dans l'écologie. En fait, je côtoyais énormément de personnes qui semblaient se préoccuper de choses qui étaient complètement différentes de moi, quoi. Enfin, ou du moins, à aucun moment, je me sentais incluse en fait dans la façon et dans les discours dont la lutte était présentée. Donc en fait, c'est toujours moi qui devais faire les efforts, et ça passait aussi par le langage, pour apprendre les bons termes, pour avoir les bonnes définitions, pour savoir comment passer en fait dans ces milieux-là. Et ça m'a assez vite, j'ai mis 1 an ou 2 quand même, donc j'ai bien persisté, fait comprendre que on parlait pas de la même chose en fait. Et c'est ça que j'aimerais bien aborder ici en fait, c'est de dire... Bon, moi, je me suis spécifiquement centrée sur le véganisme, mais parce que pour moi, c'est une porte d'entrée qui parle en fait de tout le reste. C'est que quand on parle de véganisme, en fait, quand on parle de véganisme blanc, moi, je dis véganisme blanc. Il y a des personnes qui disent véganisme blanc. Évidemment, les véganes blancs se disent juste vegan. Mais, of course. Mais quand on parle de ça, en fait, c'est pas du tout la même définition. En fait, on n'a pas du tout la même définition. On parle pas de la même chose. Du coup, en fait, peut-être de recadrer pour dire de quoi on parle en fait quand on parle de véganisme. Et c'est que en sortant justement de ces sphères blanches, de ces mouvements militants blancs, mais aussi bourgeois, mais aussi hétéros, mais aussi, on peut rajouter plein de choses après, que j'ai pu en fait réaliser que ma façon de considérer les animaux, ce truc-là que j'avais senti à 18-19 ans, en fait avait tout à voir avec ma condition spécifique de justement meuf racisée, habitant dans un quartier, etc. Et qu'au lieu de le rejeter, en fait, je devais au contraire l'injecter dans ma façon en fait de pratiquer cette lutte-là. Et c'est voilà, et je crois que j'aimerais bien qu'on parle de ça aujourd'hui, d'une manière à ne pas centrer en tout cas le discours antispéciste ou écolo, etc. sur la blanchité. Parce qu'en fait, on vit dans on est saturé en fait de ça. On est saturé du message selon lequel l'écologie et le véganisme c'est quelque chose autour de la blanchité. Ça se joue en termes de blanchité. Et moi, et plein d'autres personnes en fait, on n'est pas d'accord pour ça vis-à-vis de ça. Et je pense qu'il y a vraiment de réelles propositions décoloniales et antiracistes à ce niveau-là qui sont complètement invisibles, quoi. Alors t'inquiète pas, dans ce podcast, généralement on ne se centre pas sur la blanchité. On essaye oui. D'ailleurs, ça nous est beaucoup reproché. Justement, tu as évoqué pêle-mêle plusieurs termes. Est-ce que tu pourrais justement revenir sur cette terminologie d'écoféminisme radical, d'animalisme, antispécisme, de véganisme? Qu'est-ce qu'on entend par ces termes et justement comment ils se sont inscrits dans la sphère publique en ne tenant compte que de la position blanche et bourgeoise dominante? Je vais commencer par... Alors moi, je me définis comme écoféministe. Je ne sais pas encore exactement ce que je mets derrière ces termes, mais en tout cas, je sais que c'est un terme qui me parle. En fait, moi, la façon dont j'ai connu où je suis rentrée dans j'ai pas connu en fait le féminisme directement par un biais très lisse, institutionnel, en termes de droit en tout cas, voilà, égalité homme-femme. Moi, ça n'a pas été ça ma grammaire féministe en fait du début. Je suis directement rentrée par l'écoféminisme. En fait, moi, les premiers textes que j'ai lus qui étaient qui ont résonné en moi, c'était les textes du recueil d'Émilie H, Écoféminisme, qui est sorti en 2016, je crois. Et où là, j'ai été complètement retournée en fait par ces liens qui étaient faits entre des corps minorisés de genre, des corps de femmes et des corps animaux, le corps de la terre, des territoires. Enfin voilà, il y avait quelque chose de très interconnecté, très mélangé et plus flou en fait que les catégories très strictes du féminisme en fait blanc qui était le féminisme, enfin qui est toujours le féminisme mainstream en tout cas.
Du coup, l'écoféminisme, en fait, moi, il m'a parlé directement parce qu'il parlait d'autre chose que justement une catégorisation fixe, en tout cas, des termes hommes et femmes et des relations, notamment économiques, en tout cas, qu'il pouvait y avoir entre ces deux catégories. Donc, en tout cas, à mon niveau, l'écoféminisme, si je devais donner une espèce de définition comme ça, c'est né à partir de luttes. En fait, je pense que c'est très important de dire que c'est un mouvement qui naît à partir de luttes, de mouvements, de rassemblements, de groupes, et non pas de la théorie, parce que nous, en fait, en France, on l'a reçu sous forme de théorie. Donc c'est un mouvement de lutte, enfin des mouvements de lutte dans différentes parties du monde, plutôt dans des pays qu'on dirait du sud globalisé, quoi. Donc en fait des groupes de femmes principalement qui luttent en fait contre des projets coloniaux, mortifères et patriarcaux. Donc type extractivisme, déforestation, artificialisation, bétonisation des sols. Et en fait, de fait pour moi, l'écoféminisme est de fait décolonial en fait, parce qu'il naît vraiment à des endroits de contestation, de révolution en fait contre un ordre. Et qui est un ordre où plusieurs intersections, enfin plusieurs oppressions en fait se chevauchent, quoi. Donc en fait, c'est la protestation contre les mouvements de prédation coloniale notamment, ou post-coloniaux, notamment des entreprises ou d'États qui vont attaquer en fait des ressources naturelles et d'une certaine manière générer une mobilisation, notamment des femmes. Exactement. Et ces femmes-là, donc elles luttent de manière évidente contre les projets coloniaux, néocoloniaux, enfin on peut dire comme on veut, contre le capitalisme aussi, parce qu'en fait ces appropriations de terres se font pour faire émerger ou pour développer des énormes méga-projets en fait qui servent aux pays du Nord, aux pays occidentaux. Et elles le font aussi contre un ordre patriarcal en fait. Parce que typiquement quand il y a des grands projets comme ça d'oléoducs par exemple aux États-Unis ou en Amérique latine des énormes monocultures ou du moins des projets extractivistes, en fait on a une flopée d'hommes qui viennent en fait pour travailler sur ces projets-là. En fait, non seulement les sols sont détruits, l'environnement est détruit, il y a des dommages en fait qui sont immenses, mais aussi en termes humains en fait, on a une recrudescence de viols, on a une recrudescence d'agressions, on a des points d'eau en fait qui sont détruits. Et du coup, les femmes, comme c'est les femmes qui sont principalement en charge d'aller chercher l'eau dans les communautés, elles doivent aller plus loin, donc elles ont plus d'efforts à faire. Donc voilà, en fait, ça modifie tout un écosystème humain, animal et tout le reste, végétal, etc. Dans ces endroits qui sont tout à fait invisibles, en tout cas, dans la façon dont l'écoféminisme est présenté aujourd'hui en France, quoi. Et c'est ça, en fait, c'est pour ça que c'est intéressant de redéfinir, en fait, de quoi on parle quand on parle d'écoféminisme. Et de revenir à la source, en fait. Exactement, aux sources, en tout cas, plurielles. Et puis après, il y a eu une théorisation du mouvement, en tout cas... aux États-Unis avec les antinucléaires aussi. Enfin voilà, il y a eu. Moi, j'aime bien dire que, en fait, j'ai même parlé des écoféminismes parce que l'écoféminisme, en fait, ça veut a priori rien dire. Et la façon, en tout cas, dont il est arrivé en France, ça a vraiment été, pour moi, de l'ordre un peu intellectuel, quoi. Et j'en parle et je suis à la fac et je fais un doctorat dessus. Enfin, tu vois, c'est pas. Et je constate une énorme partie de personnes qui font des mémoires et tout. Et c'est trop bien d'étudier l'écoféminisme, mais c'est pas sa nature, c'est pas son but, il devrait pas trop exister comme ça, en fait, a priori. Donc plutôt, là, j'essaye de m'intéresser à comment, dans les luttes, en fait, ça, aujourd'hui, là, en France, en tout cas, à mon niveau, comment moi, je le vis. Et en quoi il s'incarne dans mes luttes, en fait, au quotidien. Et moi, en fait, j'ai accédé plutôt par encore une fois, ce truchement-là de l'animalité, quoi. Donc moi, je suis rentrée directement dans les écoféminismes, et plus spécifiquement celui autour des animaux, du véganisme, etc. Et l'antispécisme que tu as évoqué tout à l'heure, qu'est-ce que ça recouvre comme combat ? Alors moi, j'ai du mal à dire antispécisme, en fait, je crois. Enfin, je le dis, mais je crois pas trop que je m'identifie. Enfin, c'est compliqué. Moi, je me dis plutôt végane, je crois. Parce que végane, pour moi, c'est aussi une pratique, en fait. Et l'antispécisme, je le vois un peu comme une idéologie. Ce qui n'est pas nécessairement mauvais, mais... Et antispécisme, encore une fois, moi, je suis très, très formatée, en fait, avec toute une lecture de mecs blancs de l'éthique animale que j'ai bouffé depuis mon master, quoi. Et j'ai beaucoup de mal, en fait, à me dire que l'antispécisme peut être un terme réapproprié ou qu'on peut essayer de parler d'autre chose que de droit, en fait. Pour moi, l'antispécisme parle beaucoup de droit, de sentience, voilà, c'est une vision assez scientifique, je dirais, en quoi les animaux ou les espèces non humaines, en fait, devraient avoir le droit d'être considérées comme, entre guillemets, égales, ou en tout cas avec un même niveau de dignité que l'espèce humaine. Mais ça me pose des problèmes parce que ça reste dans un registre du droit, ça parle beaucoup en termes d'individus, quoi. Ça repose sur une conception du droit qui est assez libérale, en fait, et qui se base sur l'individu et, pour moi, qui est très occidentale. Alors qu'à l'inverse, au contraire, les définitions antispécistes qui se baseraient sur des communautés ou du commun ou
comme je disais, des choses assez interespèces. Je les vois plus dans des philosophies, en tout cas des pays des Suds, quoi, mais qui du coup ne s'appellent pas nécessairement antispécistes. Et pour la définition beaucoup plus générique, c'est l'antispécisme, en tout cas en général, c'est la domination de l'espèce humaine sur la totalité en fait des autres, mais plutôt on parle des animaux à ce moment-là, par l'exploitation dans le divertissement, la nourriture, l'expérimentation médicale, etc. Donc ça serait la définition la plus basique en fait de l'antispécisme. C'est-à-dire être contre en fait ce système-là. Alors l'un des sujets qu'on voulait évoquer avec toi, c'est que souvent moi j'ai le sentiment qu'être écolo c'est un truc de blanc ou de blanche. Par exemple, une de mes tatas, quand je vais chez elle, je vois que elle trie pas ou peu ses déchets et j'entends souvent parler de l'usage abusif des sacs plastiques dans la street food en Asie, en Chine, enfin l'Asie du Sud-Est. Et évidemment, tout ça, c'est des constructions. Ma tata, elle jette rien. Et elle conserve tous ses contenants. Elle les réutilise jusqu'à leur décès, tu vois. Elle était écolo avant que ce soit cool d'être écolo. Et toi, tu as écrit, chaque fois qu'il est fait mention de l'Afrique, de l'Amérique latine ou de l'Asie, c'est pour exprimer un manque, un retard et un échec. Donc comment est-ce qu'on ne se laisse pas endormir par ces narrations qui sont d'apparence antagonistes et qu'on réconcilie ça dans notre quotidien? Je pense que c'est encore une fois de visibiliser et de donner de la place en fait à des récits qui ne se disent pas nécessairement écolos. Et je pense qu'on rencontre le même problème avec le féminisme en fait. Complètement. Où en fait on a des mouvements de femmes contestataires, révolutionnaires, de minorités de genre aussi, qui font des choses. Et pour nous, on aurait hyper envie de mettre un label féministe dessus. Mais qui, elles, nous disent en fait, non, parce que pour nous, le féminisme, en fait, c'est une construction occidentale et on se retrouve pas dans ce terme. Donc ça pose vraiment la question de nous, à notre place, parce que j'ai beau être issue de l'immigration nord-africaine, etc. Je suis née en France, en fait, et je bénéficie du privilège de vivre en Europe avec tout ce que ça m'apporte, quoi. Et donc, j'ai aussi un cadre de pensée, en fait, qui est issu majoritairement de l'université française, quoi. Donc c'est pas hyper décolonial. Enfin, quoique, apparemment, on représente une menace à l'université en ce moment. Donc brace yourselves, les coloniaux are coming. Mais en tout cas, pas à mon niveau. J'ai pas encore intégré toute cette déconstruction, en tout cas intellectuelle. En tout cas, je suis en train de le faire. Du coup, ça pose vraiment la question de se dire quel droit, enfin quelle étiquette, quel label, comment on peut définir en fait des pratiques qui de fait en fait pour moi sont féministes ou sont écolos. Typiquement garder jusqu'à épuisement, jusqu'à la mort des objets, c'est complètement une pratique en fait qui se fait dans les classes populaires, mais depuis très longtemps. De faire de la gestion commune en fait ou communautaire de vêtements, de nourriture, de soins, de travaux, enfin tout ça en fait. C'est des blancs qui font de la permaculture et qui vivent en éco-lieu, qui nous disent aujourd'hui que c'est trop cool, mais en fait, on le fait depuis des centaines d'années, quoi. Et personne n'est venu nous dire que c'était cool, en fait. Donc, il y a vraiment un truc de mainstreamisation, en fait, sur des pratiques et des attitudes qui, tout à coup, deviennent tout à fait valorisées et qui ont un sens politique parce qu'elles sont portées, en fait, par des personnes blanches qui, encore une fois, ont le vocabulaire et font comme si... ont le vocabulaire, ont le langage, savent en parler avec des définitions et des termes qui sont tout à fait ancrés dans nos codes, en fait, occidentaux, mais qui, par là même, en fait, silencient complètement, invisibilisent complètement ce qui s'est fait, je veux dire, avant, mais même encore aujourd'hui, quoi. Et pour moi, ça marche avec le terme écolo, ça marche avec le terme vegan aussi, antispéciste. C'est pour ça qu'en même temps, je trouve que ces termes, ils sont hyper intéressants à manier et à utiliser, mais en même temps, il y a plein de choses qui recouvrent pas, quoi. Quand tu dis spécisme ou antispécisme, en fait, moi, je pense à quelque chose qui n'est pas du tout de l'ordre de l'historicité des relations humaines et animales à partir du point de vue de la race, par exemple. Ou qu'est-ce que l'espèce, en fait? Qui sont les sous-espèces? Qui sont les non-espèces? Et là, pour le coup, on parle, en fait, d'une analyse plus systémique et plus globale et historiquement beaucoup plus longue que juste on a inventé le terme vegan dans les années X parce que on s'est dit qu'en fait c'était pas cool de consommer des animaux en Europe après X années de colonisation où on avait absolument détruit tous les écosystèmes en fait qui fonctionnaient depuis des millénaires sur place, quoi. Et cette invisibilisation, c'est très difficile de la combattre parce que, toi, tu m'as recommandé pour la préparation du podcast, le podcast L'Afro-écologiste, qui est un podcast qui se décrit comme parlant d'écologie et de véganisme d'un point de vue décolonial et afrocentrique. Et c'est vrai que, pourtant je sais que ça existe, mais moi aussi quand je pense à véganisme, je pense à une femme ou un homme, blanche, qui est très visible sur les réseaux, qui voilà. Moi je me dis, j'arrive pas à faire coïncider, tu vois,
des choses sur lesquelles je mets le doigt, mais que je suis aussi absorbée par ce mouvement qui est celui de mon quotidien. Justement, en même temps, tout à l'heure, tu évoquais... Quand tu parlais d'antispécisme, tu disais qu'il fallait l'inscrire aussi dans la fabrication, notamment de la race et de la stratification en fait, qui s'est faite au sein même de l'espèce humaine. Et en même temps, c'est vrai que moi, j'ai souvent été dérangée par le fait que des antispécistes blancs en fait, fassent le parallèle entre l'esclavage humain, entre humains et la condition animale. Non pas parce que je considère que la vie animale est soit de moindre valeur, mais que je sais quelle considération on a pour les animaux en France et que c'est en fait sont des personnes qui vont jamais s'exprimer sur la mémoire de l'esclavage, mais qui vont utiliser cette mémoire-là pour dire regardez ce qu'on faisait il y a 150 ans, et là on est en train de faire la même chose aux animaux sans intégrer la parole des gens dont les ancêtres ont vécu ça, et en instrumentalisant en fait une image hyper violente dont le résultat en fait est encore perceptible socialement, et du coup c'est ça aussi qui peut rebuter. Moi je sais que j'ai vu des gens qui étaient hyper agacés en fait de voir que la mémoire de leurs ancêtres était manipulée pour dire regardez, on a fait la même chose avec les animaux, alors que ça venait de personnes qui n'étaient pas concernées par cette histoire-là. Oui, je partage complètement ton point de vue. Moi, c'était... je crois que ça rentre vraiment dans ces trucs de stratégie du choc, en tout cas, de choc visuel, de choc comme ces vidéos de L214. Enfin, voilà, moi, je crois qu'il y a eu tout un mouvement, en fait, où, pour dénoncer le spécisme en cours et l'exploitation animale qui est toujours... immense. Il y a eu une volonté, en fait, de produire de l'image très choquante, très... mais c'est complètement... en fait, en l'occurrence, c'était fait par des groupes complètement blancs, en fait, qui sont des groupes mainstream vegan et antispécistes et qui existent toujours aujourd'hui. Et qui ont mobilisé, en fait, comme tu dis, des images de corps esclavagisés, de personnes racisées, même au global, parce que j'ai vu aussi j'ai vu des femmes dans des rizières être complètement... détruite par le travail, etc. Et à côté, mettre un animal qui est en train de tirer. Et je comprends la logique et ça doit marcher. Enfin, ça marche, évidemment, ce genre... Enfin, ça marche. Dans l'esprit, en tout cas, ça crée clairement un choc. Moi, en tout cas, ça me l'a fait. Moi, je reconnais vraiment qu'à ce moment-là où j'étais peu politisée par ailleurs, parce que c'était ma première entrée dans la politique, ça a marché. En revanche, c'est exactement ce que tu as dit, en fait, c'est que c'est des personnes qui sélectionnent, en fait, peuvent se permettre d'avoir le choix dans la ribambelle de références historiques que l'histoire, en fait, peut leur offrir, et prennent, en fait, piquent un peu par-ci, par-là, des images qui leur semblent tout à fait collées à la réalité des animaux qu'ils ont décidé, en fait, de défendre aujourd'hui. Parce qu'il y a vraiment ça, en fait, dans un engagement vegan blanc, en fait, il y a un truc de choix, en fait, où je choisis de m'engager dans l'écologie, je choisis de m'engager dans le véganisme, et en fait, contrairement, en tout cas, à des personnes comme vous et moi, en tout cas, je crois que l'antiracisme, on peut choisir de s'engager en produisant du contenu, etc. Mais en fait, c'est dans notre corps, quoi. Enfin, je dis souvent, en fait, je sais même pas si je suis militante, ou alors je suis militante depuis le début. En fait, quand t'es né pauvre, racisé, minorité de genre, en fait, go, quoi. Ta vie, ça va être du militantisme, en fait. Du coup, comme il y a vraiment cette question du choix, en tout cas, dans les espaces véganes blancs, je crois qu'il y a vraiment une espèce de distanciation, en fait. Comme si les gens, en fait, c'est complètement de l'objectification, quoi. On les choisit en tant qu'exemple et on les choisit comme des triggers, enfin, des choses qui vont faire un déclic en termes de choc mental. Et ça, c'est complètement réifiant, en fait, et pour les animaux, et pour les personnes noires, en l'occurrence, en fait. Et aussi, donc, deuxième point, c'est que c'est marrant, non, c'est pas du tout marrant, mais c'est ironique en fait de constater que c'est le seul moment où les personnes racisées sont invitées à rentrer en discussion en fait dans les espaces véganes et antispécistes. C'est le moment où elles sont représentées de la manière la plus violente, la plus animalisée, la plus violente et la plus déshumanisée, la plus méprisante en fait qu'on puisse imaginer. Ils peuvent même pas répondre en fait. Il y a pas de dialogue en fait qui est installé à ce moment-là. Donc ça c'est moi c'est pas du tout une tactique ou une technique que je valoriserais aujourd'hui. Et où ça a été clairement dénoncé en tout cas. Et ça ne fait que prouver pour moi qu'en fait, il faut arrêter de militer avec des véganes blancs en fait. Enfin, non mais c'est vrai. Ou alors on se dit notre but c'est de déconstruire le véganisme blanc. Mais en tout cas moi c'est pas mon but en fait. Il y a peut-être des gens qui font ça et c'est super, mais en fait il faut construire des espaces de dialogue entre personnes racisées sur des thématiques véganes, antispécistes, et même s'il faut redéfinir nos termes à nous, parce qu'en fait l'animalité on la connaît en fait dans notre histoire. Ça nous est pas étranger. Tu vois, quand tu dis que t'as du mal à te rattacher à ça et tout, c'est parce qu'en fait, on a été complètement... on nous a aussi divisés, en fait, des animaux. On a essayé de nous faire intégrer le message selon lequel on était fondamentalement différents des animaux, en nous insultant nous-mêmes, en fait, d'animaux. Donc ça, c'est le sujet de l'animalisation en général, mais en tout cas, en tant que personne racisée, je pense qu'on a beaucoup plus de choses à dire, en fait, que les Blancs sur l'animalité, sur l'historicité de l'espèce, sur où on se situe là-dedans et sur quels sont les liens, en fait, politiques et révolutionnaires qu'on peut
faire à partir d'une solidarité interespèce, en fait. En fait, il suffit de lire les ouvrages scientifiques du 19e siècle pour voir à quel point, justement, la frontière, en fait, entre l'humain et l'animal non humain, en fait, s'est déplacée au fil du temps et que, en fait, selon le moment historique, on était d'un côté ou de l'autre. Donc, on voit bien, en fait, que cette frontière-là est aussi artificielle et que, en fait, à un moment donné, le fait que la frontière ait été placée juste à la limite, en fait, de la blanchité nous faisait que, en fait, on n'était pas du bon côté. Et donc, du coup, cette solidarité avec les êtres, en fait, qui sont maltraités, on ne peut que l'avoir parce qu'en fait, si on l'a pas éprouvé nous-mêmes, nos ancêtres l'ont éprouvé, quoi. Et puis je pense je sais pas pour vous, mais moi on m'a déjà fait des remarques complètement où on m'associe complètement à un animal, des animaux, quoi. C'est le lot. En plus, en étant une femme, dans mon cas, alors là c'est le top du top, quoi. Enfin, voilà. Lionne, crinière, chienne, truie, vache. Il y a un livre qui a été fait, je sais plus c'est quoi le nom de la personne, mais c'est une femme qui a écrit Femme animale, et en fait elle fait que des portraits. Hyène, et en fait tu te rends compte de le livre fait genre 80 pages, quoi. Donc il y a beaucoup de termes, et chaque terme en fait elle fait comme un dictionnaire, elle donne une définition, mais du coup un peu ironique, avec un point de vue féminin, quoi, sur la chose. Féministe, je sais pas, mais en tout cas c'est hyper intéressant de voir la large palette de nuances, de vocabulaire, en fait, qu'on a pu nous accoler en termes animalisants, quoi. Et moi, à mon niveau, et j'ai que 27 ans, quoi, j'ai déjà vécu. Donc, je me doute bien qu'en fait, sur une époque, sur une linéarité beaucoup plus large en termes d'histoire, ça a complètement fait partie de notre identité, en fait. Pour moi, ça a fait partie de ma construction et de ma déconstruction, en fait, en termes raciaux, que de comprendre c'est quoi le sauvage, c'est quoi l'indomptable, c'est quoi là-bas, en fait, l'exotique là-bas qu'on va... Parce qu'il y a vraiment ça, en fait, dans le discours animalisant aujourd'hui, toujours hyper présent. C'est un discours colonisateur, en fait. C'est un discours de colon, on va essayer d'exterminer l'animalité qui est en vous, ou alors on va l'exotiser et la valoriser, en fait. Et c'est ce qui se passe dans l'exemple qu'on a mentionné tout à l'heure, en juxtaposant des images, en fait. C'est de revaloriser cette animalité quand ça leur sert, et par contre la punir quand c'est plus ok, quoi. On l'a évoqué souvent dans ce podcast, parce que c'est une question qu'on pose aussi à nos invités, la question de cette racialisation des corps, notamment des femmes, quand le racisme et le sexisme interagissent, et de l'hypersexualisation. On en a parlé dans un épisode qui s'appelle La geisha, la panthère et la gaze, enfin je ne sais plus dans quel ordre, avec Faizagen, comment nos corps sont perçus dans l'espace public. Et toi, tu en parles dans ton travail aussi, le lien entre l'animalisation, la racialisation, et comment il est appliqué aux femmes, mais aussi aux hommes dans une autre, dans d'autres sphères. Est-ce que toi aussi, tu as ressenti cela? Enfin, tu nous as dit tous ces mots que tu enfin, c'est dans le langage courant, en fait, tout ça. Ah oui, c'est complètement dans le langage courant, et même je sais pas, dans le vocabulaire, en tout cas pornographique et très sexuel, c'est hyper présent, quoi. Après, je suis pas en train de dire qu'il faut qu'on épure totalement nos termes pour arriver à un truc hyper bienveillant et harmonieux, etc. Mais en tout cas, de questionner ces termes, en fait, et de voir qu'est-ce qui révèle de notre construction du corps, mais donc pas du corps humain, parce qu'en fait, faire cette distinction entre humains et animaux, pareil, c'est un peu facile, quoi. Enfin, je trouve, c'est pour ça que je souscris pas au terme du véganisme blanc, quoi, et que plutôt du côté vegan, décolonial, antiraciste, intersectionnel, je sais pas trop comment on pourrait l'appeler. Là, on parle de corps qu'on situe, en fait. Donc, de quel type de corps on parle. Et du coup, dans le vocabulaire, en tout cas sexuel, pornographique, etc., c'est hyper présent, en fait. Mais en fait, je trouve que c'est hyper présent parce que ça pourrait aussi être valorisé, parce que comme, en fait, disons, la blanchité, une énorme partie de la culture européenne et occidentale, c'est basée sur la destruction de son animalité, en fait. Il y avait vraiment ça, la distanciation, la mise à distance et la destruction de son animalité. Bah, en fait, il y a quelque chose d'assez excitant, finalement, à l'intérieur. Non, mais tu vois, c'est qu'on l'a tellement refoulé qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui est honteux, qui est indicible, et qu'on ressort, en fait, uniquement dans les espaces de porno mainstream et dans l'industrie du sexe lourde et dégueulasse, quoi. Alors que je pense que nous, encore une fois, on pourrait complètement s'en saisir. Et moi, je le dis, en fait, oui, je suis un animal, oui, je peux manger comme un animal, baiser comme un animal. Et en fait, c'est trop cool. Parce qu'en fait, parce qu'en fait, à un endroit où on est des animaux, quoi. Et on peut complètement porter ce discours. J'ai envie de dire encore plus, en fait, à notre niveau, encore une fois. Enfin, ça nous concerne vraiment corporellement et charnellement, vraiment plus fort, je trouve, que la plupart des gens qui parlent de véganisme pour sauver les bébés baleines, quoi. Justement, dans le cas, dans la perception qu'on peut avoir du véganisme le plus mainstream, il y a une espèce de posture de supériorité morale qui laisse entendre à certaines personnes minoritaires que leurs traditions culinaires, religieuses, en fait, sont antagonistes avec cette possibilité
justement d'embrasser le véganisme, je vais citer une intervention que tu as faite au Climate Justice Camp à Bruxelles en septembre 2019. Tu disais « Les discours individuels et culpabilisants dont les écolos véganes sont champions ne font que certifier aux personnes racisées qu'elles n'ont pas leur place dans cette lutte. Pire, ils reproduisent une attitude coloniale qui consiste à se sauver soi-même par des actions bonnes, tandis que les autres sont de toute façon ignorants et n'ont pas réellement compris l'importance de donner des droits aux animaux. » Et donc, il y a un peu dans cette idée-là, mais nous, c'est parce qu'en fait, on est un peu, c'est implicite, mais parce qu'on est les Lumières, on a compris cette idée du droit des gens et qu'en fait, les autres, ils savent pas trop que les animaux, faut les traiter bien. Et en fait, comment justement tu peux faire en sorte que, en fait, on sorte de cette récupération et qui, d'une certaine manière, associe un type de pensée avec la compréhension des droits des animaux. Trop bien, tu parles trop bien. Non, mais c'est trop bien, comme tu clarifies, tu synthétises, je suis là. Ok, trop cool. Je crois que le point de départ, en tout cas, de ça, c'est de se dire le véganisme antispécisme, en tout cas le véganisme, n'appartient à aucun groupe, en fait. Il ne peut pas appartenir à un groupe. On peut pas... C'est pas possible. D'ailleurs, aucune lutte ne peut appartenir à un groupe, mais en tout cas, disons qu'elle concerne plutôt un groupe. Le véganisme, en l'occurrence, concerne les animaux non humains. A priori, c'est quelque chose qui peut être saisi, en fait, par une pluralité de personnes, de corps, de groupes et d'histoires. Du coup, ce phénomène de privatisation, de se dire on va essayer de ramener ça à de la blanchité, moi, juste dans les faits, en fait, c'est pas possible, premièrement. Et je crois qu'il y a aussi, dans l'extrait que tu as lu, il y avait quelque chose de l'ordre de la pureté, en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je constate aussi dans les sphères véganes blanches et radicales, etc. Et moi aussi, j'y ai souscrit au début quand tu rentres dedans, t'es vraiment dans un truc où tu changes tout, quoi. Tu changes tous tes codes. Parce qu'en fait, devenir végane, c'est quand même... c'est remettre en question toute une tradition culinaire, c'est remettre en question... Et ça te rend visible, en fait, de l'immensité, en fait, du truc, parce que les animaux sont exploités absolument de partout. Et je parle pas que dans la nourriture, quoi. Ça te ramène à ton histoire personnelle, ça te ramène à tes traditions, à tes trucs religieux. Enfin, voilà, moi, ça a été énorme. Et du coup, de faire ça, en tout cas à mon niveau, ça n'était pas nécessairement dans un idéal de pureté, mais en tout cas, en étant dans cette lutte, il y a tellement une espèce de radicalité et de switch, en fait, mental énorme, que du coup, t'en viens à quelque chose de très pur, quoi. Donc voilà, moi, j'en suis venue à lire la totalité de mes étiquettes, tu vois, par exemple, de ce que j'achetais. Avant, je le faisais pas du tout. Et que des fois, de me dire, il y avait des trucs de mouton dans du dentifrice ou du lait dans des chips, quoi. J'étais, mais what the fuck? Et du coup, ça t'emmène, en fait, dans un degré de minutie et où je sais pas, c'est presque névrotique, quoi. Enfin, en tout cas, ça peut aller dans ce niveau-là. Et ça peut être aussi satisfaisant, hein, par ailleurs. Et je crois que c'est là, en fait, que moi, je perds les véganes blancs parce qu'ils sont dans un truc de pureté morale, en fait. Et ça, pour moi, ça ne marche dans aucune lutte, d'ailleurs, en fait. La pureté morale, en fait, elle m'intéresse pas tant, en fait. C'est plutôt, encore une fois, comment on peut broder ça à partir de nos expériences et de nos vécus et de nos corps. Donc, presque, en fait, quand quelqu'un me dit « je suis végane », j'ai pas envie de dire est-ce que tu manges des animaux ou pas, je m'en fous. Mais tu vois, c'est pas tant dans la consommation. Voilà, c'est ça. Il y a... Le véganisme, en tout cas mainstream, comme il est présenté aujourd'hui, c'est un truc de consommation, en fait. Il faudrait consommer mieux, plus éthique, du coup, plus local, plus machin, moins, pas d'animaux, pas de viande, Et en fait, pour moi, on reste que dans le registre de la consommation. Et en fait, moi, dans un mindset anticapitaliste, anarchiste ou whatever, je m'en fous, en fait. De toute façon, je veux pas consommer, quoi. Enfin, je veux produire à partir d'ailleurs et penser à partir d'ailleurs. Et en fait, qu'il y ait des animaux ou pas, c'est là, en fait, où ça m'intéresse. Du coup, voilà, la pureté morale, pour moi, elle se situe dans cette quête, en fait, assez radicale de l'absolue disparition de toute exploitation animale, comme si c'était possible, déjà. Et deuxièmement, elle reste, en fait, dans un truc individuel de consommation, typiquement le tri des déchets, tu vois. Je vais pas te dire ça sert à rien de trier ces déchets, mais en tout cas, c'est pas là, moi, que je perçois un truc subversif, politique, et qui me renverse, en fait, dans le véganisme. Pas du tout. Moi, je vois que dans ta démarche, il y a vraiment une question de... ce n'est pas... c'est pas de remplacer tous tes vêtements en cuir par des vêtements véganes, ou de consommer encore plus, mais c'est le soin que tu apportes à comment tu vis chaque jour et comment tu vas continuer à vivre et en prenant soin des autres. Et je voudrais qu'on écoute un son. I'm really interested in the work that you're doing around food because I think that is one of the next major arenas of struggle. And I am sometimes really disappointed that many of us can assume that we are these radical activists, but we don't know how to reflect on the food that we put in our own bodies. We don't realize
the extent to which we are implicated in the whole process of capitalism by participating uncritically in the food politics offered us by the great corporations. Alors c'était une intervention d'Angela Davis en 2012 sur le véganisme en conversation avec l'activiste Grace Lee Boggs. Donc elle dit que la nourriture est l'une de nos prochaines luttes globales et que souvent il y a des personnes qui se disent activistes radicales mais qui ne réfléchissent pas sur la nourriture qu'elles mettent dans leur corps et opposent peu de critiques aux propositions des multinationales de l'agroalimentaire. Et donc plus tard dans la conversation, elle dit qu'elle ne mentionne pas souvent qu'elle est végane, mais que ça a évolué. Est-ce que toi, Myriam, tu as du mal à dire que tu es végane ou est-ce que dans ta famille, on va penser que tu es chiante pour les menus? Il y a ce terme que je trouve assez drôle, en anglais, ils appellent ça killjoy. Donc killjoy, c'est la personne qui va tuer la joie. Donc c'est la féministe qui parle de sexisme au dîner, la personne qui va défendre les personnes, qui mettent le doigt sur le racisme, etc. Est-ce que toi, tu es une killjoy chez toi? Je l'ai été, je pense. Non, mais quand t'es féministe, antiraciste, tu rajoutes vegan, enfin bref, personne t'invite. Ouais, c'est mort, quoi. T'es dans aucune soirée. Non, je rigole. Non, mais je crois que dans ma famille, oui, mais j'imagine que c'est un processus qui marche en fait pour toutes les luttes, quoi. Une fois que tu te politises sur une lutte et qu'on met des lunettes, tu as vraiment ce truc de lunettes féministes, lunettes antiraciste. En fait, c'est difficile de rentrer chez toi et d'enlever les lunettes, quoi, et de dire bah c'est bon. L'espace en fait est complètement disponible pour toutes les violences possibles et je peux pas du tout les détecter, quoi. Donc pour le véganisme, c'était quand même assez énorme parce qu'en fait, moi, 80, peut-être 70% de l'alimentation au quotidien était basée non pas nécessairement sur la viande, mais sur les produits laitiers et un peu le poisson, quoi. Donc de remettre ça en cause à l'intérieur d'un espace domestique qui est aussi un espace de repos en fait pour les militants, enfin certaines militantes. Moi en tout cas ça a pu l'être quand je sors un peu de l'agitation de tous les événements, toutes les luttes en fait. Quand je rentre chez moi, je vois ma mère, je vois mes sœurs, en fait c'est un moment où ça me repose en tout cas à certains endroits. Et donc de me dire que là aussi je devrais lutter, c'était assez chiant. Mais je crois que la Killjoy a plutôt bien réussi à bring back the joy parce que en fait et c'est ça aussi je pense qui est important, c'est de ramener en fait des récits joyeux et positifs en fait du véganisme, parce qu'on a toujours l'impression que c'est un affront auprès de nos familles, c'est un affront auprès du monde, c'est super dur de trouver des restos, c'est super dur de trouver des endroits, et en fait encore une fois, comme la blanchité, le fait de dire ça en fait ne fait que renforcer l'idée, le préjugé selon lequel ça existe, quoi. Et moi en tout cas à mon niveau, par exemple, quand j'ai commencé à être végane, donc c'était il y a assez longtemps en fait. Ma mère est aujourd'hui quasiment végétarienne en fait, alors que j'ai un petit peu fait de prosélytisme, mais pas tant, quoi. Enfin, j'arrivais pas dans cette idéologie-là, quoi. C'est juste, en fait, elle voyait tout ce que je mangeais. Elle était là, mais c'est quoi ça? Je connais pas. Comment on cuisine ça? Et c'est ça qui est intéressant aussi, même pour nous. Donc, dans mes traditions culinaires tunisiennes et marocaines, en fait, végétaliser des plats, c'était super facile. Et ça nous faisait aussi connecter avec ces anciens légumes, ces légumes racines, ces choses-là qu'on met de côté ou qui sont considérées comme l'accompagnement. Et ben, en fait, quand tu le revalorises en tant que plat, tu reconnectes aussi avec des traditions culinaires végétales, en fait, qui existent, mais qu'on a complètement abandonnées à cause de l'introduction coloniale, au passage, de la viande comme une nécessité nutritionnelle quotidienne, quoi. Et en fait, depuis, pour la petite anecdote, depuis quelques années, en fait, dans ma famille, on fait que des Noëls véganes, quoi. Et c'est super bon, et c'est super cool, et t'as pas ce truc où t'es super lourd après, tu vois, les gros repas de Noël, quoi, qui sont un peu une abomination, je trouve. Et le ramadan, c'est pareil, tu vois. On faisait le ramadan avec une grosse présence de viande, d'œufs, etc. Et en fait, moi, comme je disais que je suis végane, et en fait, on faisait différemment. Et c'était nutritionnellement, en fait, tu sentais que ça apportait quelque chose. Au niveau de la découverte d'aliments, tu sentais que ça apportait quelque chose. Et au final, c'était plutôt la joie, quoi. Et avant-hier, je parlais avec une amie qui racontait en fait son vécu de personnes véganes aussi nord-africaines dont le père est musulman. Et elle disait en fait que paradoxalement, ça l'avait rapprochée de son père parce que de fait, elle, d'avoir choisi en fait cette éthique, encore une fois assez, en tout cas dans la façon dont elle le pratique, c'était assez radicale et imperméable. Et elle avait choisi, quoi. Elle se tenait à ses choix, quoi. Elle avait décidé que en fait, l'exploitation animale ne pouvait pas avoir de place dans sa vie au quotidien. Et son père, en fait, elle s'attendait à ce qu'il la juge, à ce que ça passe hyper mal, que ce soit complètement catastrophique. Et au final, il s'est senti rapproché d'elle parce que il y avait cette espèce de rigidité morale, en fait, dans un certain sens, qui lui, en fait, le ramenait aussi à sa religion, en fait. D'avoir une structure éthique au quotidien, ça les avait finalement, ça les avait rapprochés. Et lui, après, il me disait qu'il l'appelait pour lui dire « Ah, j'ai trouvé ça comme recette, c'est trop bien. » Donc voilà, je pense qu'aussi, on manque, en fait, de récits de joie, de récits de communauté et de récits de redécouverte de nos propres traditions, en fait, à travers le véganisme.
Et moi, je pense que ce qui est intéressant dans ce que tu apportes, parce que tu as les 2 pieds sur le terrain et aussi les 2 pieds dans le monde académique, de l'écriture, des idées, etc. C'est que tu nous offres une façon très concrète d'entrer dans le sujet. C'est-à-dire que tu vas nous proposer des cas très concrets. Et il y a aussi un sujet que tu abordes, c'est la question de l'interconnexion des luttes pour la justice sociale et environnementale. Je pense que ça, c'est très important de voir comment ça s'articule vraiment dans nos quotidiens, que ce soit pas juste un truc ultra abstrait et qu'en fait, on ne sait pas comment le transcrire dans nos actes de tous les jours. Dans l'intervention au Climate Justice Camp, tu demandes, on peut légitimement se demander pourquoi on voudrait donner des droits aux animaux quand on est harcelé par la police, quand on est victime d'inceste dans sa famille. En général, donner des droits aux animaux est vu comme une atteinte à la dignité humaine, car nous-mêmes n'en bénéficions pas. Et tu dénonces cette hiérarchie des luttes, en fait, la question que, alors qu'on sait bien que tout est lié dans ce monde, mais le fait de refuser de reconnaître des droits humains, et on reconnaît non plus pas le traitement de la faune et de la flore dans une logique d'exploitation intensive. Donc comment toi tu fais pour essayer de tout mouliner dans ta machine à toi personnelle et faire ta sauce? Je pense que je suis hyper active et que je commence plein de trucs sans les finir tout le temps, quoi. Je suis le pied entre plein de trucs et c'est pas du tout agréable. Donc des fois, j'aimerais bien être moins, justement, à tout mouliner en même temps. Mais en tout cas, par rapport à ce que tu viens de dire spécifiquement, moi, ce qui m'a vraiment aidé à un moment donné, c'est de sortir en fait de cette vision de l'humanisme. En fait, moi, il y a vraiment quelque chose conceptuellement où je me suis dit. Je peux pas transposer ma vision de l'humanisme en fait au reste du monde, quoi, en me disant il faut que les animaux bénéficient des mêmes droits que nous. En fait, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la c'est comme un cercle concentrique, tu vois. Donc toi, t'es au milieu et en fait, tu dois ramener toutes les autres minorités à toi pour qu'elles bénéficient des pleins droits, en fait. Et c'est ça aussi que je dénonçais quand je parlais du truc très individualisant et libéral, en fait, du véganisme. Et en fait, d'abandonner ça, de me dire, mais en fait, moi, ça m'intéresse pas que des animaux aient les mêmes droits que moi. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de voir quelle relation, en fait, aujourd'hui, j'engage avec eux et quelle est ma complicité, pas nécessairement ma responsabilité, mais ma complicité dans le système spéciste, en fait, ancré depuis des décennies. Donc ça, tuer l'humanisme, enfin moi c'est vraiment le truc qui m'a sauvée. Je suis pas du tout humaniste et je considère qu'au contraire être féministe, écoféministe, etc. c'est une façon de dévier en tout cas de l'humanisme qui prévaut encore. Et aussi, en fait, ça nous apprend, nous, à moins vouloir être pleinement humaine et humain. Il y a vraiment ce truc de dire, vous devez avoir une dignité humaine, vous devez avoir des droits humains, vous n'êtes pas des animaux. Enfin, tu vois, c'est ce message-là qui revient, en fait. Vous êtes mieux que ça, quoi. Et ça reprend, en fait, ce truc de cercle concentrique où, en fait, au centre, t'as l'homme cis, blanc, valide, etc. Et puis tous les autres, en fait, ils devraient, pour accéder à la pleine humanité, être plus proches, en fait, de cet idéal. Du coup, moi, j'ai complètement essayé, en tout cas, de déconstruire ça, en termes conceptuels. Et après, en termes plus concrets, je crois que ce truc de dire il y a des choses qui sont plus urgentes que d'autres, parce que moi c'est ça qu'on me dit en général, oui mais en fait comment tu veux qu'on lutte pour les animaux, on est déjà en train de lutter pour notre propre survie dans nos espaces, comme tu dis, la présence de la police, la violence en fait, la violence de nos vécus au quotidien, quoi. Et ce qui m'a permis de mieux comprendre les liens en fait que je pouvais faire entre les deux, c'était notamment c'est l'afroécologiste qui en parle vraiment vraiment très bien. Faut la suivre, elle a fait un travail beaucoup plus rigoureux que le mien, je trouve, et j'engraine vraiment les personnes à aller voir ce qu'elle produit. Mais du coup, elle explique que en fait, par exemple, dans les communautés afro-américaines aujourd'hui. Et c'est pareil en France, sauf qu'en fait, comme on n'a pas de statistiques raciales, on peut pas savoir, mais je pense que c'est la même chose en France. La consommation, notamment animale, la consommation de protéines animales et de graisse en fait en général, est une violence perpétrée sur des populations racisées et pauvres en fait dans les quartiers principalement, qui fait qu'elles ont des espérances de vie beaucoup plus courtes, des maladies cardiovasculaires beaucoup plus présentes et des ravages en fait au sein de nos communautés. Donc en fait tout ça pour dire que le véganisme n'est pas juste sauver les animaux, en fait c'est aussi nous sauver nous-mêmes, parce qu'en fait nous, enfin quand je dis nous là je parle vraiment en tant que meuf de quartier, quoi, les endroits de sociabilisation, les endroits où on mange, les endroits cool en fait c'est les endroits qui nous servent la merde du capital en fait, les carcasses de poulet les plus dégueulasses, les choses qui sont immangeables en fait, qui au passage étaient aussi les restes des blancs pendant l'époque coloniale qui donnaient ça à leurs esclaves, quoi, en fait. C'est juste que c'est devenu de la soul food, donc la nourriture, je sais pas comment on pourrait dire ça, de l'âme, mais nourriture en tout cas identitaire, parce qu'on a su en fait la transformer et en faire quelque chose d'hyper beau, quoi. On a su la sublimer. Donc c'est assez intéressant de voir que des plats typiques en fait de certaines cultures sont en fait issus directement des déchets en fait colonisateurs.
mais c'est en même temps hyper touchy, tu vois, de parler de ça, de dire, en fait, vous devez quitter en fait vos traditions culinaires culturelles pour embrasser un idéal de véganisme, parce qu'en fait, ça vous tue. Et en fait, moi, ce que je trouve, comme tu dis, beaucoup plus concret, c'est juste les chiffres et nos réalités, quoi. Moi, quand j'ai grandi, c'était pour être cool, enfin voilà, où il fallait aller, c'était le kebab, quoi. Et en fait, quand tu regardes ce qu'il y a dans un kebab, ça fait flipper, quoi. Et j'ai énormément de personnes autour de moi dans ces quartiers-là, en tout cas, qui sont victimes de cancer, de maladies cardiovasculaires. Elle raconte, l'afro-écologiste, que dans tous ces entretiens, la plupart des gens ont leurs parents qui sont morts avant 50 ans, quoi. Et là, on parle spécifiquement, en fait, de communautés très ciblées. Et Leila Africa a écrit un bouquin qui s'appelle Nutricide et qui parle exactement de ça. Et en fait, c'est ce concept-là de nutricide, en fait, moi, qui me parle. Il y a un génocide, en fait, lent qui est fait des populations les plus marginales, les plus oppressées en termes de nourriture, en nous refilant, en fait, la merde animale, les sous-produits de l'industrie animale, en fait. Donc, ça nous donne toutes les raisons, en fait, de lutter pour ça, parce que c'est nous et notre dignité, si on doit encore en parler de dignité, qu'on revalorise, en fait, à travers ça. Et pourquoi, en fait, bien se nourrir et être en bonne santé, ça serait un truc de blanc, enfin, tu vois. Et tu as dit, et en plus ce que je trouve intéressant, c'est que, ce que je constate par exemple dans la nutrition bien-être, c'est comment en fait on réhabilite des plantes qui en fait étaient très très communes dans les usages précoloniaux. Enfin, je pense par exemple au moringa. C'est un truc qu'on trouve beaucoup en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, c'est une feuille en fait qui pousse notamment dans les zones où c'est marrant parce que c'est très, ça compense beaucoup en fait l'absence de protéines ou de fer, et en fait ça pousse beaucoup dans les zones où les gens mangeaient très très peu de viande avant la colonisation. Et en fait ça a complètement disparu des usages. Et maintenant en fait tu les retrouves dans les boutiques bio sous forme de poudre, alors que franchement ma mère elle me dit on les ramasse partout en fait. Du coup, moi j'ai des problèmes d'anémie et en fait on me dit faut que tu prennes du moringa et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que ma tante, elle pouvait m'envoyer des caisses de moringa parce qu'en fait, elle les ramasse partout et que du coup, maintenant, c'est exploité par des industries occidentales. Alors, et que ça a disparu même de... Avant, c'était cuisiné en fait sous forme de sauce, etc. Ça a même disparu de la cuisine la plus commune parce que en fait, le référent de la bonne nourriture, c'est le référent occidental. Et je trouve que c'est hyper intéressant de voir que finalement, les gens compensaient l'absence de viande avec des sources naturelles et que ces usages-là ont été complètement détruits par les invasions et qu'en fait, on doit se reconnecter aussi avec des choses qui sont pas si éloignées de nous que ça. Complètement. Moi, je vois aussi dans les superfoods, il y a énormément de trucs asiatiques. Genre les baies de goji, il y en avait plein dans les bouillons de ma mère. C'était le ginseng, tu te rappelles? Ah ouais, le ginseng. Vraiment, mais le truc. Même les écorces de mangouste. Enfin bon, il y a énormément de trucs qui reviennent. Et en fait, moi, des fois, je me dis, mais ma mère, moi, je buvais ça quand j'étais petite. Elle me forçait. J'étais mais elle fait, bon, après, maintenant, je le fais, tu vois, pour mes enfants. Et les pauvres. et aussi, en temps de pandémie, il y a eu, tu sais, un renforcement de cette idée que les personnes chinoises, elles mangeaient n'importe quoi, les wet markets, donc les marchés, on va dire mouillés, parce que tout est vendu dans des grands bacs, c'est des animaux vivants, etc. On nous a fait croire que c'était là que tout avait commencé. En fait, on sait toujours pas en fait comment tout ça s'est passé, le virus, etc. Alors il y a des soupçons, mais on entend que c'est des labos. En fait, on ne sait pas. Et il y a vraiment ce renforcement de il y a les chauves-souris, puis il y a les pangolins. Ils mangent des trucs bizarres. Ils mangent des trucs bizarres. Un peu ça, c'est toujours le préjugé. Et donc cette animalité, elle a été renforcée, ce truc de vous pouvez pas vous détacher de tout ça et vous êtes arriérés. Primitif. Et il y a vraiment il faut dépasser en fait ces narrations-là et reprendre confiance en soi. Et je pense que c'est ça que tu disais aussi il faut qu'on reprenne confiance en nous pour vraiment nous reconnecter avec ce qui est important. Donc à la fois l'héritage, et que c'est un héritage pas défini par la blanchité, mais par ce qu'on a reçu ce qui nous a été transmis et de pouvoir le regarder en essayant de nous détacher de toutes ces injonctions, tous ces récits qui sont très biaisés et qui occupent l'espace qu'on a aujourd'hui. Et il y a un travail vraiment grand à faire. Mais c'est vrai que des espaces non mixtes ou bien des espaces en tout cas où on met ça en commun, eh bien, c'est important. Ouais, puis en plus, c'est vrai je trouve aussi que dans les plats traditionnels qui sont cuisinés par des gens qui sont issus de cultures minoritaires, il y a aussi beaucoup un regard en fait extrêmement qui suscite vachement de honte. C'est-à-dire que comme en fait ils n'ont pas un aspect qui est gracieux au regard de ce qu'on considère comme étant un beau plat, il y a aussi beaucoup de gens qui ont mis de côté leur pratique culinaire parce que soit l'odeur ne correspondait pas à ce qui est considéré comme de la bonne alimentation, soit l'aspect en fait était trop bizarre au regard de, encore une fois, cette espèce de formatage qu'on peut avoir sur ce qu'est un bon plat qui doit aussi être joli, mais toujours avec des canons de beauté. Donc c'est aussi
réhabiliter en fait ce qu'on considère comme étant pas gracieux, pour se dire qu'en fait c'est quand même bon pour nous, c'est meilleur pour nous que certaines choses qui peuvent avoir un aspect plus joli. Et puis cette accusation évidemment extrêmement raciste que voilà, c'est comme selon lesquelles les autres cultures, c'est-à-dire les cultures extra-occidentales, quoi, seraient très carnées, mangeraient n'importe quoi, seraient pas propres aussi. Il y a beaucoup ce truc c'est pas cuisiner proprement, c'est pas... factuellement en fait c'est faux, parce que quand on regarde en France, moi vraiment dans une tradition culinaire française, mais je vais assez souvent au restaurant, c'est délirant quoi, la surprésence de protéines animales, de corps, de gras, viande, poisson, huîtres, je sais pas, les plats typiques en fait français, de la gastronomie française, sont absolument tous en fait carnés et complètement basés sur la destruction des corps animaux, quoi. C'est pour ça que c'est dur aussi, je pense, pour les blancs, parce que moi je suis pas en train de dire c'est dur pour les blancs, mon Dieu, c'est horrible. Non mais c'est pour ça, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de, on veut se sauver en fait dans la façon dont ils pratiquent le véganisme, parce qu'il y a pas cette culture en fait en arrière-base en fait qui peut venir dire bah voilà, nous on a des plantes traditionnelles, on a des savoirs, on a des héritages ancestraux, on peut s'en raccrocher, parce qu'en fait dans une culture en tout cas française, c'est difficile en fait de trouver des traditions culinaires végétales dans lesquelles on peut se reconnaître et qui justement ne renvoient pas à ce que tu dis. Tu vois, quelque chose de moche, d'un peu éclaté. Enfin, tu vois, je pense à, de la purée, des gratins et tout. C'est pas de la vraie nourriture, quoi. Tu vois, c'est pas des trucs classe, quoi. Ouais, exactement. Et en fait, on en revient à un truc de classe aussi, quoi. Ouais, c'est un truc de pauvre, il y a une nourriture raffinée, c'est ça. Il y a une nourriture en fait brute qui n'est pas considérée comme étant à la hauteur de certaines exigences qu'on doit avoir en fonction de la classe sociale. On a malheureusement plus le temps. On avait plein de questions à te poser, mais malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps. Non, c'était super intéressant. Donc c'est la fin de ce numéro de Kif Taras, où on a eu la joie d'échanger avec notre invitée Myriam Baafou. Partagé. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez la retrouver en préface du livre Le féminisme ou la mort de Françoise Daubonne, qui est paru à nouveau en 2020, et aussi dans l'ouvrage collectif Feu, abécédaire des féminismes présents, qui paraît en octobre 2021 aux éditions Libertalia. Et tu as aussi un prochain ouvrage à apparaître en 2022. Oui, c'est voilà, c'est la surprise. C'est ça. En tout cas, on sera heureuse d'en parler avec toi. N'hésitez pas à nous faire part de vos opinions sur l'échange qu'on vient de mener. Voilà, je pense qu'il y a plein de choses à dire. C'est vraiment une intersection très très intéressante qu'on a explorée. Et vraiment, merci Myriam pour ça. Ouais, merci. Si vous avez des commentaires, des questions, si vous êtes choqués, si vous sentez très concernés, n'hésitez pas à écrire. On a beaucoup dit blanc. Ah oui. Oh là là. Il y a des gens qui vont être choqués. Trigger warning blanc. Attention. Écrivez-nous à kiftaras@binge.audio. Contactez-nous sur les réseaux sociaux en nous suivant Kiftaras, @Kiftaras sur Twitter, sur Facebook avec le hashtag Kiftaras ou sur Instagram. Kiftaras est un podcast produit par Binge Audio et réalisé aujourd'hui par Elisa Grenet. Merci beaucoup pour la première réalisation de cette émission. Merci à Naomi Titi pour l'édition. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle plongée dans les questions raciales. Merci Grace. Merci Rokhaya. Merci Myriam. Merci à vous.